21h31. Et avec nous au studio 1, Lotfi Achour, le réalisateur des Enfants Rouges, actuellement dans les salles. Un film qui s'inspire d'un événement tragique qui a marqué l'histoire de la Tunisie. C'était en 2015, la décapitation du berger Mabrouk Soltani dans les montagnes de Mrila au nord de la Tunisie. Mais il ne s'agit pas que de ça dans ce film, qui est le deuxième long métrage, on le rappelle, de Lotfi Achour. Et on va en parler tout de suite. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Merci. Pour nous parler de Dreri al-Humr. Alors c'était ça. la petite discussion en off parce que je disais Dreri al-Humr et l'autre vient de me dire Dreri al-Humr. On explique du coup pourquoi Dreri al-Humr, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, j'explique d'abord et puis je dirai pourquoi je suis attaché à la prononciation. Alors, on dit d'un homme, d'une femme, d'un garçon qu'il est rouge dans les régions, plusieurs régions, hein, ça peut être Gasserine, Sidi Bouzid, même Gafsa ou même certains endroits du Kef. Ça veut dire quelqu'un de courageux en fait, ça veut dire littéralement quelqu'un de vaillant. Voilà, donc c'est quelqu'un de résistant, de courageux, de vaillant, c'est tous ces termes-là. Et je voulais que le titre du film joue sur à la fois, bon, bien sûr, il y a les dimensions rouges du sang, mais il y a aussi cet aspect qui est de ne pas baisser les bras et d'affronter avec force et avec courage ce que cette communauté, on va en parler, ce garçon, mais aussi la famille, la communauté a vécu. Oui. Et je m'attache à la prononciation. On va, voilà, on le dit, il faut dire Dreri al-Humr. Oui, parce que en fait, tout le film, et ça, on a mis des mois de travail dans l'écriture d'abord des dialogues, Magnifique. Dans la vérification des dialogues, dans l'adaptation des dialogues, dans vraiment l'idiome, la langue de Gasserine et de la région, qui n'est pas celle du Kef. Tous les acteurs, bien sûr, on va en parler peut-être, les jeunes acteurs sont de la région, mais beaucoup aussi dans les acteurs adultes sont de la région, mais ceux qui ne sont pas de la région, ils ont vraiment travaillé très sérieusement pour être aussi dans le respect d'une langue. En fait, il y a la prononciation, mais je pense, et tu me corrigeras, l'autre fille, il y a aussi comment ils abordent les sujets de conversation. Ils ont leur propre langage, champ lexical, une manière de dire les choses qui n'est pas la même dans chaque ville de la Tunisie. Donc, il y a ça aussi. Oui, il y a une manière... une pudeur, mais en même temps... Exactement, il y a une manière que... Il y a certaines régions de Tunisie, moi j'adore leur manière, l'altérité en fait dans ces régions-là. Comment on est avec l'autre. C'est-à-dire, et ça passe évidemment beaucoup par le langage et par la manière, par l'attention qu'on met quand on s'adresse à quelqu'un, quand on écoute quelqu'un. Et je trouve que il y a une forme de douceur et une grande élégance dans la manière d'écouter. Même si on est en opposition, même si on n'est pas d'accord, on ne rejette pas la vie de l'autre, on ne le disqualifie pas, on l'écoute, on le prend et on réagit. Et c'est très subtil et on trouve beaucoup ça dans le sud tunisien, par exemple, on trouve beaucoup ça dans certaines régions. Et pour moi, c'était très important parce que je pense que ça fait réellement partie d'une identité et d'une culture des gens, des personnes qui sont dans ces régions-là et qui s'opposent beaucoup à ce qui est maintenant le type de rapport qu'on a à Tunis, par exemple, dans les grandes villes, qui est très agressif. Qui est très codifié aussi. Très codifié, agressif aussi par la nature du langage qu'on utilise. Alors pour aller directement dans le vif du sujet, moi je me suis posé la question parce que cet événement tragique s'est passé en 2015 et vous l'avez dit aussi quelques temps après l'attaque du Bataclan, donc probablement c'est ce qui a fait que ça n'a pas eu beaucoup enfin on n'en a pas beaucoup parlé à l'international, mais nous en Tunisie ça nous a beaucoup marqué. 10 ans sont passés. Vous avez eu le courage de faire ce film, mais la question qui se pose, c'est pourquoi pas avant ? Ah, pourquoi pas avant ? Je pense que c'est un ensemble de raisons. D'abord... Pourquoi maintenant ? Oui,
En fait, disons qu'à partir de 2017, après quand le deuxième frère a été tué, en fait, c'est la vraie décision de faire le film, elle est née à ce moment-là. Quand, en 2015, quand Mabrouk Soltani a été tué, je savais qu'il y avait quelque chose de vraiment très très particulier dans ce crime et une mise en scène terrible et un degré de violence dans lequel on s'est retrouvé en tant que société, je veux dire, auquel on n'était pas habitué, bon. Mais je l'ai mis de côté parce que c'était trop chaud encore, c'était trop émouvant, c'était trop... On était, moi-même, je veux dire, comme tous les Tunisiens, cette histoire m'a obsédé, mais j'étais trop secoué pour trouver la bonne distance. Ensuite, il y a eu quand même les promesses de l'État de Beji Caïd Sebsi de l'époque, qui était le président de l'État de la coalition Nidé Nahda, qui avait promis d'aider cette famille publiquement à la télé et qui s'est dédié, qui n'a pas tenu ses promesses. Et 1 an et demi après, cette famille qui ne demandait qu'une protection la mère a perdu son deuxième fils dans des conditions aussi abominables. Et c'est là que j'ai décidé de faire le film parce que il y avait j'ai compris, j'ai senti qu'il allait faire vraiment partie de notre mémoire collective, non seulement sur la question de la violence, mais aussi ce film, cette histoire, elle est comme la représentation, l'incarnation d'une période assez dure, mais en même temps très chaotique, mais en même temps aussi avec des choses qui étaient intéressantes dedans, évidemment, l'après-révolution. Pourtant, vous ne le contextualisez pas tellement politiquement. Non, je le contextualise pas dans le sens, je nomme pas des gens parce que c'est pas, non, parce que c'est un film, c'est une fiction, de la même manière qu'on ne nomme pas les personnes. Ils ont des noms différents. Oui, ils ont des noms. Oui, ça c'est par respect. On est obligé de changer les lieux, de changer les prénoms, de changer les noms. Par curiosité, est-ce que la famille justement a été contactée dans ce sens? Oui, la famille, on est même en contact actuellement pour voir. On est dans une grande interrogation s'ils voient le film ou pas, en fait. Aussi, je ne sais pas, on n'a pas encore résolu. Mais ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord, ils étaient... oui, d'une certaine manière, oui, bien sûr. Donc, oui, le contexte, j'ai pas mis un contexte précis, c'est aussi parce que l'histoire, elle est au-delà de notre... simple histoire à nous. Il y a quand même quelque chose dans cette histoire qui a une dimension très universelle. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la violence et les enfants. C'était pas du tout... Je faisais pas un film sur... ok, c'est inscrit dans un moment particulier de notre histoire, mais il faut ouvrir aussi le champ de la réception du film à d'autres personnes. Et c'est ce qui se passe. Le film est projeté dans le monde entier. Alors, il faut le dire, donc sortie internationale, c'était mercredi. Donc il est sorti. Alors je précise une chose parce que tout à l'heure une amie m'a dit, mais tu sais quand vous dites dans les salles le 23 avril, c'est la date de sortie en Tunisie. Elle m'a dit, il y a peut-être des gens qui pensent que c'est un événement qui s'est terminé le 23 avril. Non, le film a commencé... Voilà, c'est la date de sortie, donc c'est là où... Au début, le film est toujours dans les salles en Tunisie. Il n'est pas sorti des salles, il n'a pas quitté les salles. Il n'a pas quitté les salles le 23 avril, au contraire, il est dans les salles, et plus vous irez dans les salles, et plus il y restera. Donc il a été projeté dans pas mal de festivals avant la sortie officielle. Plus de 70 festivals. Voilà, sortie officielle en Tunisie. Sortie officielle en Tunisie le 23 avril, sortie officielle en France le 7 mai, donc ça fait une semaine environ, qui se passe très très bien, puisque le film cette semaine a été classé meilleur film de la semaine, meilleure note presse, meilleure note publique, c'est génial, et qu'on vient aujourd'hui, c'est le jour où les programmateurs, les salles, donc on vient d'augmenter le nombre de salles. Excellent. Donc c'est plutôt bon signe, parce qu'en général, au bout d'une semaine... Ils vont se décider plus ou moins de salles. Plus ou moins de salles. On peut voir la moitié des salles disparaître. Donc là, la semaine prochaine, on est dans 90 salles, dont les salles UGC et les salles ARC. Ça, c'est pour la France. Il sort en Belgique le 21 mai et il sort en Angleterre le 20 juin. Et il sortira en Suisse à la rentrée. C'est magnifique. Donc ça se passe très très bien de ce côté-là. Mais nous, on a besoin du public tunisien. C'est aussi pour ça que je viens reparler une histoire du film, parce qu'il est fait pour nous d'abord. Et moi, je l'ai fait vraiment d'abord pour nous Tunisiens, parce que c'est notre histoire. Moi, justement, je voulais dire que je pense que vous réalisez un travail qui profite à la mémoire collective, et qu'avec du recul, on se rend compte du côté... quand on regarde le film,
du côté surréaliste, du côté terrifiant, du côté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une violence qu'on n'a jamais vécue auparavant. Malheureusement, entre-temps, en fait, on a un petit peu oublié le dossier jusqu'à aujourd'hui. Donc, Oui, c'est ça, de dossier en dossier, on oublie certains dossiers qui sont très importants. Mais bon, en même temps, moi, je fais assez confiance Enfin, j'espère que mes camarades dans le cinéma, dans le théâtre, etc., aussi, se saisiront encore plus. Je trouve qu'on ne se saisit pas assez de notre histoire. Tout à fait. Mais de notre histoire, même dans ce qu'elle a de plus beau. De plus beau et de on plus... ne parle pas de de plus, nécessairement notre histoire. Notre tragique. histoire, elle est faite d'un tas de choses, comme l'histoire de tous les peuples. Donc, et même dans cette histoire-là, dans ce film Les Enfants Rouges, il n'y a pas que du tragique. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de solidarité. C'est un des fondements du film, même la solidarité. Donc, moi, personnellement, je suis très attaché à la compréhension de l'histoire. Je suis pas très... comment dire, je suis pas un historien, mais j'ai un rapport, j'aime beaucoup les histoires et j'aime beaucoup les histoires qui viennent de l'histoire avec un grand H, parce qu'elles nous racontent beaucoup sur ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire si on a des travers aujourd'hui de violence ou de corruption ou de... C'est aussi... C'est des strates qui se sont... Ces strates, c'est des choses qui trouvent leur origine... je veux dire, la corruption en Tunisie dans les années 70 n'était pas la même qu'aujourd'hui, ni par nature, ni quantitativement, etc. Par exemple, si on veut comprendre vraiment pourquoi on est dans cet état là de corruption, à l'origine des choses. il faudrait retourner vraiment assez loin. Probablement dans les tout débuts du règne de Ben Ali et de la disqualification de l'école publique et du savoir aussi chez Ben Ali. Et le monde entier était aussi dans cette phase, dans ce qu'on a appelé les années fric. En France, on a mis Bernard Tapie comme ministre. Je veux dire, un mec qui faisait que faire des arnaques. Des arnaques. Donc ça racontait, c'était de socialistes qu'il avait mis Mitterrand. Donc ça raconte quelque chose. Et nous, dans ce néolibéralisme qui est arrivé de manière très sauvage en Tunisie dans ces années 90 et soutenu par Ben Ali et même souhaité, il y a les origines de quelque chose de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup à la mémoire collective, parce que elle nous permet de déconstruire nos propres mécanismes aujourd'hui, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir à quelque chose que vous avez dit d'intéressant tout à l'heure, ça c'est bien pour la mémoire collective, effectivement, pour ne pas oublier, alors ne pas oublier nous en tant que citoyens, mais aussi les États qui vont se succéder si ce dossier reste encore ouvert. Mais il n'y a pas que ça. Alors justement, moi j'y suis allée en ayant peur d'être... secoué, de revenir le cœur lourd. Et finalement, j'en ressors donc de ce film avec beaucoup de douceur et beaucoup d'espoir, ce qui est très contradictoire avec donc l'histoire qu'on connaît. Il y a un côté surréaliste, il y a un côté onirique. Il y a donc pour peut-être donner, mais sans spoiler, donc les cousins, donc le berger qui a été assassiné et le cousin qui reste vivant et qui ramène la tête à la famille. Au fait, ils continuent d'avoir une relation, ils continuent à se parler, ils continuent à le voir, et c'est féerique. Il y a aussi une jeune nana au milieu, et donc ça, c'est très beau. Donc cette jeune fille, une histoire d'amour, mais dont de la pudeur extrêmement magnifique. Et tout ça donc donne un univers assez particulier. Oui, c'était important. D'abord, tout ça est quand on écrit, quand on travaille, on trouve un point de vue, l'endroit où on se place en tant qu'auteur, et puis on déroule. C'est-à-dire qu'avec Natacha, la scénariste du film, on a, le jour où on a trouvé l'endroit qui est le film regardé à travers, l'histoire regardée à travers le regard d'un gamin de 14 ans, et en fait, il suffit, enfin, c'est pas si simple, mais en gros, quand même, on déroule. On déroule quoi? On déroule l'imagination, le regard de cet enfant et son imaginaire. C'est-à-dire que quand on est un enfant de 14 ans et qu'on perd quelqu'un comme ça d'une manière aussi inattendue et aussi brutale. On est dans une forme de déni. On peut, du moins, être dans une forme de déni pour se protéger.
Et c'est ce qui arrive à Ashraf qui ne reconnaît pas la mort et qui va faire son chemin. Le film, c'est aussi ça. C'est un chemin de deuil pour qu'il arrive à affronter, enfin, faire face à ce trauma qu'il a, à ce coup qu'il a reçu sur la tête aussi, de manière littérale. Propre et figuré. Propre et figuré, etc. Donc, à partir du moment où on est aussi dans la tête d'un enfant, ça veut dire qu'on est aussi dans de la poésie. Ça veut dire qu'on est aussi dans une, même si c'est une confusion entre le réel et l'imaginaire, mais dans cette confusion, il y a un monde vivant, il y a un monde imaginaire. L'imaginaire de l'enfant qui est Il y a extraordinaire. l'imaginaire de l'enfant qui est toujours surprenant, qui n'est pas lugubre, qui n'est pas sinistre, qui est l'imaginaire de l'enfant cherche à faire face et à s'en sortir, même de manière hyper intuitive, il cherche à s'en sortir. Donc, moi, c'était pas spécialement pour faire joli, sauf que ça a fait joli. Quelque chose de beau, mais parce que ça repose sur psychologiquement, ça repose sur quelque chose de solide. Et en plus, ça résonne avec l'esthétique du lieu. Oui, bien sûr. La beauté de la montagne. Ça résonne avec ça, évidemment, parce que le paysage que le public étranger a découvert aussi. Oui, non, mais les gens, ils sont sciés par la beauté de la nature en Tunisie. Nous, on le sait, mais on ne le sait pas assez. C'est-à-dire aussi, là, j'ai eu un directeur de la photo grandiose qui s'appelle Wojtek Staron, qui est un très grand directeur de la photo polonais, et qui a su vraiment porter aussi son regard à lui là-dessus, qui est... à la fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il est sans orientalisme parce qu'il n'est pas du tout dans cette... Il n'a pas ce background. Exactement. Il n'a pas ce background, donc il n'y a aucun orientalisme dans le film. Mais je crois qu'on est arrivé à créer comme un monde, comme une cosmogonie. On est à l'intérieur de... Il y a un copain qui m'a dit, mais c'est dingue, ce film, ils ont le téléphone portable, mais on a l'impression d'être 3000 ans en arrière. On a l'impression d'être dans une société qui est restée dans un état de... et c'est pas négatif que cet état, bien sûr c'est négatif parce qu'ils sont marginalisés, tout à fait. Et que s'ils avaient l'eau courante et des routes correctes et des hôpitaux à proximité, ça serait c'est un droit fondamental. Premier. Mais il y a quelque chose de... Oui, on a essayé de donner à la nature aussi une dimension, encore une fois, pas pour faire beau seulement, mais parce que par exemple, les gamins avec qui je travaille, qui sont eux, Ali, il est de Jbal Samem, l'acteur principal. Alors on y vient, le casting. Tiens, oui. Comment il s'est Ali, fait parce Jbal Samem, Ali, il adore. Ali, donc c'est Ashraf. Ali, c'est Ashraf. Oui. Il est dans une harmonie avec. Pourtant, il vit dans des conditions très dures, mais il est dans une harmonie avec. C'est-à-dire que. Si, je pense, c'est pas moi, citadin, qui porte un regard, mais parce que les gens vous le disent aussi, les gens n'ont pas forcément envie de partir de chez eux, de partir d'endroits aussi beaux, aussi forts, si on leur fournissait, là, s'ils avaient les mêmes droits économiques et sociaux, s'il y avait du travail. Oui, ils ont un lien très fort à la nature. Ils ont un lien, dans laquelle... Et moi, je voulais traduire ce lien-là aussi par la beauté de cette nature dans laquelle ils vivent. Est-ce que c'était facile de tourner? Est-ce qu'il a fallu... on se pose la question. Non, c'était pas facile du tout. Ce qui était facile, ce qui était génial, c'est qu'on a trouvé... Donc, j'ai eu un régisseur général extraordinaire qui s'appelle Aïssam Salah, qui est un fils du Kef et du cinéma. Et donc, il nous a trouvé ces décors. Ça, c'est le grand cadeau. Après, on a eu vraiment beaucoup de soutien institutionnel, public. Voilà, donc en termes d'autorisation et de... Le gouvernorat, la garde nationale. Et le tournage s'est passé Le tournage s'est passé l'été 2022. Donc, mais on était en plein été et il faisait 45 à 50 degrés. Il y avait pas... Bon, pour ceux qui ont vu le film, il n'y a pas d'ombre. Non. Et ce qui a été dur, c'est ça. C'est uniquement cet aspect-là. Le reste... L'aventure artistique était passionnante. On était vraiment... on planait, quoi. On était porté par... Mais le casting, vous êtes passé par 600 gamins avant. Oui, mais parce qu'il y avait... Oui, on est passé par plusieurs centaines de gamins, et pas du tout à Tunis, ni dans les grandes villes. Mais il y a eu... en fait,
le groupe, le noyau de base, c'est-à-dire Anissa Daoud, Natacha Ponchara, Jawar Basti pour la musique, Olfa Bnachour pour la prod, etc. Ce noyau de base a porté le film pendant plusieurs années. Et je pense qu'ils étaient géniaux parce qu'on a su réunir autour de nous vraiment une équipe extraordinaire qui était totalement... Mais c'est aussi l'avantage d'aller s'installer 3 mois au Kef. Moi, pendant des mois, je ne suis pas revenu à Tunis. Je n'avais aucune envie de revenir à Tunis. Donc, on vivait une aventure incroyable. J'attendais l'aube pour me réveiller, pour aller dans la montagne. Il y a un moment, on décroche de nos habitudes. Moi, j'ai décroché complètement. Avec Wojtek, on était rentré le soir à l'hôtel, mais on était en pleine lévitation. Non, mais c'est vrai, oui. Et pas que nous. Toute l'équipe était comme ça. Alors que c'était très dur. Physiquement, c'était très, très dur. J'imagine. Donc, justement, vous parlez de cette équipe. Pour le scénario, on retrouve Natacha, Anissa Daoud. Et maintenant, il y a 2 nouveaux. Doreya. Oui, Doreya Achour. Qui est votre fille. Oui. Voilà. Et Sylvain Catenois. Pourquoi ce Alors, pourquoi quatuor? Parce qu'en fait, le quatuor, il est né de... Donc, on a écrit les premières versions du scénario, Natacha et moi. Anis a un talent exceptionnel pour développer l'écriture, le scénario, c'est-à-dire... Elle prend la matière brute et la... Non, mais en tant que productrice, vraiment, ce qu'on appelle les producteurs créatifs dans le monde anglo-saxon. Il n'y a pas tellement ça dans le monde francophone, mais elle est productrice vraiment du côté de l'artistique. Et donc, elle développe, elle se fait l'avocat du diable, elle pousse beaucoup pour développer les choses. Et puis, à un moment, elle a proposé qu'on fasse une consultation parce qu'elle avait travaillé avec ces 2 scénaristes, Doria et Sylvain, on a dit OK. Ils ont fait une consultation pour nous faire des retours, et ils nous ont fait des retours vraiment intéressants. Du coup, elle a dit, bon, allez, on leur demande de prendre le scénario et de voir ce qu'ils en font. Qu'est-ce que les choses appliquer un peu qu'ils ont appris, les outils. Oui, puis les remarques qu'ils nous ont faites. Bon, on a dit non, puis on a dit OK. Et pour le coup, ça a été super parce qu'ils ont vraiment amené quelque chose de différent qui vient d'eux. Et maintenant, les choses se sont complètement mixées par la suite. Donc, on ne sait même plus qui a... Parfois, on parle de ça, mais ça c'est toi qui as écrit. C'est toi ou c'est moi, telle séquence ou telle... Parfois, à l'intérieur d'une séquence, tel dialogue. Et pour moi, c'était génial parce que maintenant, c'est un pool d'écriture. C'est-à-dire le prochain film là, qu'on est en train d'écrire. À 4 aussi? À 4, mais moi, je l'ai commencé. C'est une idée qui vient de moi. Je l'ai commencé, j'ai écrit les notes, une trame. Et puis finalement, c'est eux 3 qui écrivent maintenant. Donc on est à 4 et moi, en prenant un peu de distance pour toujours garder un recul. Donc c'est génial parce qu'on a un vrai... Ça tient à quoi pour que ça marche? Ça tient au temps. Aussi, ça tient beaucoup de temps. La confiance. Avec Natacha, ça fait des années qu'on travaille ensemble. J'ai mis en scène 12 pièces d'elle quand même. Oui. Ça tient au temps et ça tient, mais le temps ne suffit pas. Il faut qu'on continue à se surprendre. Et on continue, je crois, à se surprendre. Je continue vraiment à aimer. Et Doria et Sylvain, ils sont en train d'amener quelque chose, parce que c'est aussi générationnel. Oui, un son nouveau. Un son nouveau aussi parce que c'est une autre génération et qu'ils ont un autre regard sur le cinéma, sur le scénario. Ils ont un autre cursus dans la formation, aussi à l'écriture, etc. Ils ont tout lu de ce que s'écrit sur le scénario, ils ont tout décortiqué, ils ont un côté très analytique. Et en même temps, ils gardent la poésie dans l'écriture, mais en étant extrêmement... comment dire, dans la structure de l'écriture. Donc oui, c'est une question de confiance. Mais aussi, il faut, là je le dis à mes amis, il faut déléguer, il faut se défaire, de dire je fais tous les... Ben oui. Je fais tout. Mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Il faut s'entourer. C'est-à-dire, quand on sort un film, bon, c'est moi qu'on invite souvent dans les médias, etc. Mais sincèrement, et ce n'est pas de la démagogie, mais c'est le travail le plus collectif qui soit. Il n'y a pas possibilité de faire un film tout seul. Mais je parle même en tant qu'imagination, pas techniquement. Mais l'imagination, moi, c'est l'imagination
du directeur de la photo, de Anissa, de Natacha, du chef Machino qui me propose, Heikel qui me propose quelque chose, un mouvement. La musique aussi. De la musique. Donc c'est tout ça. Et il faut vraiment avoir cette humilité aussi de dire... J'allais dire mettre son ego de côté. Ah oui, non, mais on fait pas, on s'en fiche des égos. Je veux dire, ce qui compte, c'est le film. C'est le film, je veux dire. Il n'y a pas de... Même si on s'engueule pour le film. Et si on travaille... voilà. On arrive presque à la fin. Alors moi, je voulais quand même faire une mention spéciale à Salha Nasraoui et Latifa Gafsi. Parce que c'est certes des rôles secondaires, mais c'est des rôles bien là. Donc les deux mamans. Des deux jeunes cousins. Et pour finir, ma question, c'était bien que voilà, Les Enfants Rouges, c'est dans toutes les salles de cinéma, mais Lotfi Achour, c'est aussi le théâtre avant tout. Est-ce qu'on y revient ou pas? Je sais pas, pour l'instant. Pour l'instant, on pause. Oui, pour l'instant, pourquoi? on pause. Il y a une idée, mais pour l'instant, c'est la pause. Pour l'instant, on est déjà sur le 3e long métrage, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Plutôt, oui. Et on sera dans quel univers? Parce que demain, dès l'aube, et Les Enfants Rouges, rien à voir. Rien à voir. Bon, on va revenir dans un univers plus urbain. C'est tout ce que je peux dire. Je garde ça. Donc ce sera un tournage à Tunis et pas dans les montagnes, même si j'adore. Mais j'ai fait quand même La laine sur le dos, c'est le désert. Oui. J'ai exploré les montagnes. Là, je retourne quand même à Tunis parce que c'est ma ville et que j'ai pas cessé encore j'ai pas fini de l'explorer. Elle est surprenante. Oui. Merci beaucoup, Lotfi Achour. On retrouve donc Les Enfants Rouges actuellement dans les salles à Tunis, mais dans les autres villes également. À voir absolument si on veut ne pas oublier surtout.